cette lumière, on a toutes et tous ça en tête. C'est la tension d'un jeu télé, le moment où tout se joue vraiment sur une fraction de seconde. On l'a tous vu, on a tous crié sur notre canapé: «Mais vas-y, appuie!» Mais on s'est rarement demandé comment ça marche en vrai. Comment le système sait, sans jamais, jamais se tromper, qui a été le plus rapide. Aujourd'hui, on plonge justement là-dedans, dans les coulisses des systèmes de buzzer de quiz professionnels. Pour ça, on a un peu épluché le site et les vidéos de démonstration d'une entreprise française spécialisée, buzzers.fr. Notre mission, décortiquer cette technologie pour comprendre comment elle transforme un simple jeu de questions-réponses en un véritable spectacle. Oui, et pour y voir plus clair, je pense qu'on peut organiser notre discussion en 3 temps. On va d'abord commencer par la base, vraiment le cœur du système LED, les 2 grandes philosophies de pilotage qui existent. Ensuite, on fera un tour d'horizon de la panoplie d'outils, c'est-à-dire les différents types de buzzers, du plus simple au plus avancé. Et puis enfin, on se mettra dans la peau de l'animateur pour voir comment, concrètement, on orchestre une partie avec ces outils. Parfait. Alors, allons-y. La première chose qui m'a vraiment frappée en regardant les sources, c'est que on n'est pas du tout sur de simples boutons. Il y a une véritable architecture derrière, et tout commence par un choix fondamental: comment est-ce qu'on va contrôler le jeu? C'est exactement ça. Et ce choix, en fait, il définit toute l'expérience. D'un côté, on a ce que les sources appellent le mode autonome. C'est la solution qu'on pourrait qualifier de tout-terrain. L'idée, c'est que le système fonctionne sans aucun ordinateur. La pièce maîtresse, c'est un boîtier, le fameux contrôleur. On branche les buzzers dessus, on l'allume et c'est parti. C'est lui qui gère tout. La mise en jeu, le blocage du premier qui buzz, la réinitialisation. Dans leur vidéo de démo, c'est clairement l'option qu'ils mettent en avant pour sa simplicité. On sent que c'est pensé pour l'événementiel, pour une installation en 5 minutes. D'accord, donc ça c'est l'option plug and play, simple, robuste. On imagine que c'est quasi infaillible. Mais alors, pourquoi se compliquer la vie avec la deuxième option, le mode piloté par ordinateur? Quel est l'avantage de rajouter un ordinateur dans l'équation avec tous les risques que ça comporte? C'est la question clé. Ajouter un ordinateur, en fait, c'est passer d'un système fermé à un système ouvert. Pour ça, il faut un petit récepteur USB et un logiciel spécifique. Les sources ne rentrent pas dans les moindres détails des fonctionnalités du logiciel, mais on devine facilement l'intérêt. C'est la personnalisation. Avec un ordinateur, on peut projeter sur un grand écran une interface complète, avec les noms des joueurs, les scores, des animations. On peut intégrer le jeu dans une présentation PowerPoint, lancer des jingles audio ou vidéo de manière synchronisée. Le mode autonome, c'est pour faire un quiz. Le mode piloté, c'est pour produire un spectacle de quiz. Je vois. Donc, le premier vrai enseignement de ces sources, ce n'est pas tant un choix technique, c'est un choix de philosophie. On ne choisit pas juste une technologie, on choisit son modèle opérationnel. Le contrôleur autonome, c'est pour l'animateur mobile, la société d'événementiel qui a besoin d'une fiabilité à toute épreuve, d'une installation ultra rapide. Le mode PC, lui, c'est pour celui qui veut créer une expérience, disons, permanente, façon plateau télé, où la personnalisation est reine, le matériel dicte le type de prestation qu'on peut offrir. Exactement, c'est le socle. Et ce choix a des conséquences en cascade sur tout le reste, à commencer par le type de buzzers qu'on va pouvoir utiliser et la complexité du jeu qu'on pourra gérer. C'est une transition parfaite. Puisque le cerveau du système est en place, parlons du cœur, les buzzers eux-mêmes. Et là, en parcourant leur catalogue, j'ai été surprise par la variété. On peut commencer par le plus emblématique, celui qu'on visualiserait tous les yeux fermés. Le maxidome, sans hésiter. C'est l'archétype du buzzer, ce gros dôme en forme de champignon. Les sources en distinguent 2 versions. La classique et puis une version 3 sons. Et c'est cette deuxième version qui est intéressante parce qu'elle ajoute une dimension sonore, immersive. Une des vidéos montre bien qu'elle peut imiter le son très reconnaissable de Question pour un champion quand un joueur buzz. Et même plus, l'animateur depuis son contrôleur peut déclencher un jingle de bonne ou de mauvaise réponse. Ça peut paraître un détail, mais pour l'ambiance, ça change tout. Et en montant en gamme, une chose a vraiment attiré mon attention, l'hyperdome. Le nom est déjà assez évocateur. D'après leur site, il est rechargeable sur batterie, ce qui est un plus logistique évident, fini la course aux piles. Mais le détail qui tue, c'est qu'il est présenté comme étant 4 fois plus lumineux que le maxidome. 4 fois! Sur une scène ou dans une salle un peu sombre, l'impact visuel doit être énorme. On n'est plus dans le signal, on est dans l'effet scénique. Tout à fait. Et on quitte le dôme pour passer à une esthétique plus moderne avec les cubes LED. Fini l'arrondi, on passe à des formes plus épurées, de 15 ou 20 cm de côté.
Ce qui est fascinant avec eux, c'est la manière dont ils communiquent l'état du jeu par la lumière. D'ailleurs, il y a une petite divergence intéressante entre les sources. Une vidéo montre les cubes qui flashent en bleu et vert quand le jeu est ouvert, qui passent au rouge quand ils sont bloqués, et qui flashent en bleu quand un joueur a la main. Ah oui, alors que sur le site web, la description est un peu différente. Il parle de rouge en jeu, vert bloqué, flash blanc avec la main. Ça peut vouloir dire qu'il y a plusieurs générations de produits, ou alors, ce qui serait encore plus malin, que ce code couleur est personnalisable. C'est la déduction la plus logique. Dans tous les cas, ce code couleur est primordial. Il donne une information visuelle instantanée et claire à tout le monde, aux joueurs, à l'animateur, au public. Et comme les Maxidome, ils existent aussi en version 3 sons pour enrichir l'expérience. Et là, on arrive à ce qui semble être le produit phare, la Rolls-Royce du système, le CubeScore. Le concept est génial, c'est un appareil tout en un. C'est à la fois un buzzer et un tableau de score individuel. Une vidéo de démonstration le décortique très bien. Au démarrage, il affiche le numéro du joueur, puis son score, de 0 à 9, visible par le joueur et par le public. Et il ne s'arrête pas là. Il intègre d'office le son de questions pour un champion. La gestion des points se fait depuis le contrôleur de l'animateur. Il peut ajouter ou enlever des points. Mais la fonctionnalité qui m'a le plus surpris, ce sont les 4 touches A, B, C, D sur le dessus du cube. La réponse secrète. Ça change complètement la dynamique d'un jeu. On n'est plus seulement dans la rapidité. On peut imaginer un jeu où il faut d'abord buzzer pour prendre la main et puis répondre à une question choix multiple en sélectionnant discrètement la bonne lettre. Ça ajoute une couche de connaissance pure à la vitesse pure. On y reviendra parce que les implications stratégiques sont énormes. Pour la fiche technique, on apprend que les cubes font 12 cm de côté et fonctionnent avec 2 grosses piles LR20. Et pour être tout à fait complet, il faut mentionner un dernier élément, les scoreurs. Alors eux, ce ne sont pas des buzzers, mais simplement des afficheurs de score. Leur utilité est très claire. Les cubes score, c'est super, mais leur affichage est limité à un seul chiffre, de 0 à 9. Pour des jeux plus longs, où les scores peuvent monter à 100, 50 ou plus, il faut une solution dédiée. Les scoreurs, eux, peuvent afficher des scores jusqu'à 999. C'est le complément indispensable pour des formats de jeux ambitieux. C'est très clair. On a donc tout un arsenal, du buzzer simple et efficace au module de jeu interactif complet. Ça soulève une question évidente. Avec tout ce matériel, comment ça se passe en pratique? Mettons-nous à la place de l'animateur. Tout ce hardware est inutile si personne ne sait le piloter. Une des vidéos de démonstration avec les Maxidome donne justement un aperçu très concret de ce rôle d'arbitre. Oui, et on voit que tout est pensé pour être fluide et sans erreur possible. Le processus est très rigoureux. Première étape, le démarrage. L'arbitre allume son contrôleur central, puis chaque buzzer, un par un. À ce moment-là, ils s'allument tous en rouge. Le rouge, c'est la couleur stand-by, bloqué. Personne ne peut buzzer, le jeu n'a pas commencé. C'est la position de sécurité pour éviter les départs anticipés. Exactement. Deuxième étape, le lancement. L'animateur pose sa question et quand il décide que les joueurs peuvent répondre, il appuie sur la touche verte « Start » de son contrôleur. À cet instant précis, tous les buzzers changent de couleur, ils passent en mode « enjeu ». La course est officiellement lancée. Et là, c'est le moment de vérité. Le buzz. C'est la troisième étape. Le premier joueur qui appuie gagne la main. Son buzzer se met à flasher, à sonner, pour que tout le monde sache qui a été le plus rapide. Mais la vraie magie du système, c'est ce qui se passe simultanément. Tous les autres buzzers se bloquent instantanément et repassent au rouge. C'est la garantie absolue qu'il n'y a qu'un seul gagnant, sans la moindre discussion possible. C'est ce qui évite les « mais non, c'est moi qui appuie en premier ». J'imagine tellement les disputes que ça peut éviter dans un cadre moins formel. Et une fois que quelqu'un a buzzé, c'est là que le jugement de l'animateur entre en jeu. C'est l'étape 4, la gestion de la réponse. Si la réponse est bonne, c'est simple. L'animateur réinitialise le système pour la question suivante, tout le monde repart à zéro. Mais si la réponse est mauvaise, une fonction essentielle s'active. L'animateur appuie sur une touche jaune dans la vidéo qui va faire 2 choses à la fois. Elle bloque définitivement le joueur qui a mal répondu, pour cette question-ci, et en même temps, elle réactive les buzzers de tous les autres joueurs. C'est le fameux mécanisme de « la main passe » qui crée de rebondissements et donne une seconde chance aux autres. C'est vraiment le cerveau de l'opération. On voit aussi dans la vidéo qu'il y a des touches pour le son, pour ne pas devenir fou avec les jingles en boucle. Oui, le contrôle du son est centralisé. L'animateur peut couper les effets sonores à tout moment. Et pour finir, un seul bouton permet d'éteindre tout le système d'un coup. L'idée, c'est que l'animateur ne quitte jamais son contrôleur des yeux. Il a un contrôle total,
immédiat et centralisé sur le jeu. Et il faut s'imaginer qu'avec des CubeScore, ce même contrôleur aurait des boutons en plus pour les jingles de bonnes ou mauvaises réponses, et bien sûr le plus et le moins pour ajuster les scores en direct. C'est un vrai poste de pilotage. C'est clair que le matériel est au point. Mais en parcourant leur site, on sent que l'offre va plus loin. Ce n'est pas juste une boutique en ligne, on a l'impression d'un écosystème de services complet autour de ces produits. Oui, et cette flexibilité est un de leurs points forts. Le premier service, c'est le choix entre l'achat et la location. C'est crucial, parce que ça s'adresse à deux publics différents, l'organisateur d'un événement ponctuel face à celui qui veut équiper durablement un lieu. Ensuite, ils proposent ce qu'ils appellent l'accompagnement et la prestation technique. En clair, on peut louer le matériel avec un technicien de chez eux. C'est la solution zéro souci. Il vient, il installe, il gère le système pendant l'événement, il démonte. Et ils vont même jusqu'au sur-mesure, si j'ai bien compris. C'est le service le plus premium. Le site parle de conception, personnalisation ou développement. On peut donc imaginer un client qui voudrait, je sais pas, un buzzer de couleur de sa marque ou avec une forme spécifique. Ou même avec une fonctionnalité logicielle qui n'existe pas. Ça démontre une expertise qui va bien au-delà de la simple vente de produits sur étagère. Ça montre qu'ils maîtrisent leur technologie de A à Z. Et pour boucler la boucle, le site fait même la promotion d'un produit un peu différent, un Exergame Hitbox, qui a l'air d'être un jeu de réflexe plus physique. Et il renvoie vers un autre site, mybuzzers.com, pour une gamme encore plus large. On sent qu'on est au cœur d'un univers très spécialisé dans l'animation interactive. C'est une niche, mais visiblement il la couvre entièrement. Du matériel au service après-vente en passant par la prestation sur mesure. Bon, si on résume, ce qu'on a découvert, c'est que derrière l'acte si simple d'appuyer sur un bouton, il y a une technologie et une logique pensée pour garantir la fluidité et l'équité d'un jeu. On a vu les deux philosophies de contrôle, autonome pour la simplicité, par ordinateur pour la personnalisation. On a exploré la gamme de buzzers, du dôme iconique au cube interactif qui gère les scores. Et on a compris que le contrôleur est le véritable poste de commandement qui donne à l'animateur un pouvoir absolu sur le déroulement de la partie. Si on prend un peu de hauteur, ce qui est fascinant, c'est que l'objectif de toute cette technologie n'est pas seulement technique. Le but est de créer une expérience de jeu parfaite. L'arbitrage instantané, le blocage des joueurs, la gestion des scores, les lumières, les sons, tout est conçu pour éliminer l'ambiguïté, la frustration, la contestation. Ça permet aux joueurs et au public de se concentrer sur une seule chose, le jeu, et rien que le jeu. Au fond, c'est la solution technologique à un problème humain très simple, gérer la vitesse et la compétition de manière juste et amusante. La technologie se met au service du jeu pour le rendre plus pur. C'est très bien dit. Et pour laisser nos auditeurs avec une dernière question à méditer, revenons sur ce petit détail qui n'en est pas un, les Cube Score, avec leurs touches A, B, C, D pour les réponses secrètes. Cette fonction mélange deux compétences, la rapidité du réflexe pour buzzer en premier et la connaissance pure pour choisir la bonne réponse ensuite. La question qu'on peut se poser est donc la suivante. En quoi l'ajout de cette dimension de réponse à choix multiples après le buzz change-t-il la stratégie fondamentale d'un jeu de quiz et le profil même du joueur idéal pour gagner ?